Bienvenue à toi, jeune plume, sur le flot de l'histoire. Le flot de l'histoire, c'est le podcast culturel qui mène histoire, société et environnement. Cette semaine, dans ce 6e épisode, je vais te parler du leadership, avec mon invité. Mais avant toute chose, si tu ne l'as pas encore fait, et si tu veux rejoindre le navire des plumes éthiques, je t'invite à t'inscrire à mon infolettre, le cercle des plumes éthiques, sur www.romainrivière.net/infolettre. www.romainrivière.net/infolettre. La semaine dernière, nous avons parlé de Napoléon et du leadership. Et maintenant, j'ai l'honneur d'accueillir Grégory Calmonge qui va nous parler du leadership et comment incarner le leadership et le mettre en place aujourd'hui pour construire le monde de demain. Donc, bienvenue Grégory. Merci beaucoup Romain, c'est apprécié. Merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir que je t'accueille dans ce podcast. Merci pour ta participation. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Donc de mon côté, j'ai 28 ans, en date d'aujourd'hui. Je suis originaire du Canada. J'ai réalisé des études en sciences politiques et en gestion, ce qui m'a amené à travailler davantage dans tout ce qui va être affaires publiques, affaires gouvernementales, mais pour des questions à une échelle internationale. Et en date d'aujourd'hui, je suis maintenant en France, donc plus spécifiquement dans le sud, dans la ville de Montpellier, où j'entame de tout nouveaux défis, dans la mesure où j'étais venu un peu pour découvrir de nouvelles choses, parce que au Canada, au Québec plus précisément, la vision peut être assez centrée sur les réalités québécoises, et j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de pouvoir un peu confronter mes idées. Et c'est donc pour ça que j'ai pris la décision de venir en France et de voir qu'est-ce que je pouvais apprendre, d'autres manières de faire et voilà, et pouvoir développer de nouvelles choses. Si je suis maintenant peut-être même un peu plus précis dans les projets, si ça te va comme ça. Ouais, vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme projet? Qu'est-ce que tu as comme projet? Oui, voilà. Donc maintenant, comme projet, donc je vais davantage travailler dans un premier temps auprès du Forum économique international des Noirs, où je suis directeur événementiel. Donc, je vais vraiment m'occuper d'organiser les événements. Donc, le Covid oblige en date d'aujourd'hui un événement qui est 100% en ligne. Donc, c'est une première pour moi. Donc, de faire cela, mais c'est un très beau défi, un très beau mandat. Donc, que j'ai à mener en ce sens-là. Dans un second temps également, je m'implique beaucoup avec la Jeune Chambre économique de Montpellier, qui est également une très belle organisation qui qui se nomme, j'ai envie de dire, son surnom, du moins dans ses activités, c'est d'être un incubateur de leadership citoyen, donc de jeunes leaders citoyens. Donc Ça, c'est bien ça. Ben oui, mais tu vois, c'est ça que je trouve vraiment intéressant parce que toutes les personnes qui se retrouvent dans cette sphère-là, c'est l'idée de pouvoir monter des projets pour leur collectivité, ce qui revient un peu à ce que je suis amené à faire même avec le forum parce qu'au final, c'est vraiment l'idée de travailler pour pouvoir aider à construire quelque chose de plus grand en parallèle. Et je te dirais même que dans ce même ordre d'idées, c'est pour ça que je m'implique également dans un dernier temps avec le Cercle des jeunes leaders du Forum économique international des Amériques, où justement, là, j'ai tout nouvellement le rôle de directeur plutôt, excuse-moi, je mélange un peu les titres entre les différents projets. Ouais, c'est bon. Voilà, donc plutôt le titre de vice-président aux communications. Et à ce moment-là, donc mon rôle, ça va vraiment être d'établir ce réseau qui à la base a été fondé à Montréal et qui a pour but de permettre à tous, à des jeunes qui s'intéressent à tout ce qui est affaires publiques, affaires gouvernementales, commerce international, relations internationales de manière générale. Donc, de pouvoir rencontrer des acteurs de haut niveau, il faut le dire, dans l'optique de pouvoir continuer à apprendre, se développer, confronter leurs idées. Et cette cellule de base, ce projet du moins de base qui est issu de Montréal, et bien maintenant, je travaille pour pouvoir le mettre en place à Paris. Donc, ce qui fait que je vais être amené maintenant au courant des prochains mois à faire quelques allers-retours entre Montpellier, donc mon sud, comme j'aime bien le dire, et la Ouais. capitale. Ah bah c'est parfait, on pourra se rencontrer du coup. J'espère bien, tout à fait. On pourra se revoir, ça va être top. Et du coup, tu as beaucoup parlé de leadership, donc je pense que c'est quelque chose qui met pas mal en avant. Mais d'après tes expériences, qu'est-ce que c'est le leadership? Comment tu définirais le leadership? Je te dirais que pour moi, le leadership, c'est une capacité à pouvoir aider les gens
justement à les amener à être au top de leur capacité. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça va vraiment être exemple, peu importe la manière, que ce soit avec une tape dans le dos, s'il le faut, ou peut-être même avec un cadeau des fois, parce qu'il y a différentes manières que les gens vont trouver une forme d'encouragement. Mais bon, tu vois, ou avec un mot d'encouragement s'il le faut. Bref, pour moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir aider les gens à pouvoir se dépasser pour atteindre un objectif, pour réussir à réaliser un projet. Est-ce que ça serait de l'avis que ça c'est les gens les tirer par la main ou alors leur montrer l'exemple ou un petit peu autre chose quand tu es leader? Pour moi, c'est encore une fois, j'en reviens à ça avec la différentes manières parce que après, bon, je te dis, autant que pour moi, il y a différentes manières d'incarner le leadership, que pour moi, une chose qui est très importante, c'est généralement de pouvoir prêcher par l'exemple. Donc ça, c'est vraiment propre à moi, on va dire, c'est bien beau de dire à quelqu'un, non, mais tu es capable, tu es capable, tu es capable. Si on n'est pas capable de montrer à la personne en face de qui on se trouve que c'est effectivement possible, et je ne dis pas forcément en ayant réalisé la même chose. Je dis n'importe quoi. On va dire à quelqu'un, ah ben, il faut que tu puisses réussir on va dire, à inventer un nouvel appareil, une nouvelle machine. Parce que ça va être bien pour l'entreprise et tu dis ça à ton ingénieur en chef, on va dire, et tu dis, il faut absolument faire ça, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais là, ton ingénieur, il pourra te dire et te répéter, non, mais c'est pas possible, c'est impossible, on peut pas faire ça, ça a aucun sens. Mais si je pense qu'il y a moyen de montrer justement à cet ingénieur à travers peut-être même des faits vécus qu'il y a des situations qui pouvaient paraître impossibles personnelles sur un sujet qui est parallèle ou peut-être même un peu plus éloigné, de montrer, ben regarde, moi j'ai vécu telle chose, je me suis creusé les méninges, j'ai fait qu'est-ce qu'il fallait et au final, ben regarde, j'ai réussi. Alors tu vois, comme quoi il y a toujours une petite brèche, une fenêtre d'opportunité qui a moyen de saisir pour faire la différence. Et ça, je pense que si on arrive à insuffler ou à donner justement cette vision aux gens, mais que c'est là qu'on peut vraiment faire de belles choses et qu'à ce moment-là, la personne qui a réussi à donner son souffle va être, à ce moment-là, sera considérée comme étant un leader. Mais je pense que c'est important. Je pense que tu as ajouté quelques éléments qui sont hyper importants. Le fait d'aider, de montrer l'exemple et d'inspirer justement pour incarner quelque chose, incarner des valeurs, la valeur leadership en l'occurrence, pour que les gens aient envie de le suivre, ils croient en ce que tu fais. Je pense que c'est un petit peu important ça dans le leadership. Et quels sont ton avis d'ailleurs du coup sur l'importance du leadership? Quant à moi, c'est important. C'est important parce que On est d'accord déjà. oui, voilà. C'est important dans la mesure où dans tout projet, quant à moi, il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent pouvoir insuffler une énergie, insuffler une démarche, une rythmique, même à une démarche ou à un projet. Et ça, je pense que il y a une réalité aussi qu'il faut assumer, qu'il n'y a pas, pour moi, ce n'est pas, tout le monde n'a pas, on n'a pas forcément besoin toujours être un leader. Tu as des gens qui vont être très bien dans leur position de dire, ben, écoute, moi, dis-moi qu'est-ce qu'il en est, dis-moi avec quoi je vais m'orienter et je vais réaliser le mandat. Et que ça va très bien leur convenir dans cette position-là. Tandis que tu en as d'autres, effectivement, que eux, ils vont avoir un peu toujours une frustration, on va leur dire à ce qu'on leur dit quoi faire et qu'au contraire, ils vont se dire, bah, j'ai envie plutôt de donner une énergie pour encourager les gens à faire cela, à faire des choses, quoi. Je sais pas si je réponds bien à Ouais, la si, question. moi je suis tout à fait d'accord. Il y a tous des volontés, des envies qui sont un petit peu différentes. Il y a toujours un leader, peut-être un personne qui va l'aider, comme ses lieutenants, si on reprend l'exemple de Napoléon justement. Et puis après, il y a tous les soldats derrière qui vont suivre parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui suive parce que eux, ils sont leur objectif, c'est pas de prendre les décisions. On peut pas tous prendre les décisions. Si tout le monde prenait des décisions, les choses se feraient jamais. Donc il y a Voilà. besoin de gens pour appliquer des décisions et d'autres pour les mettre en place. Donc, tu as différentes catégories, différentes hiérarchies de leadership et d'application des choses. Donc, ça m'amène à... Du coup, j'ai cité Napoléon parce que c'est l'épisode précédent justement qui en parlait. Est-ce que tu Oui. auras un autre exemple pour mettre en pratique, un exemple concret pour nous montrer comment est mis en pratique le leadership?
Ben, je t'avouerai, le premier exemple qui me vient en tête, parce que et ça donne comme ça, parce que j'ai lu sa biographie il n'y a pas longtemps, mais c'est celle de Martin Luther King. Martin Luther King, que oui, on voit le personnage en tant que tel, qui a fait de grandes choses pour la cause des Noirs, notamment aux États-Unis, et à une échelle plus grande de par le rayonnement qu'il a pu avoir. Mais je vais t'avouer que en lisant sa biographie, oui, je connaissais, on va dire, des grandes lignes de son histoire, mais dans les détails, non. Et quand j'ai découvert justement que tu as une personne qui même reçoit, on va dire, des menaces de mort parce qu'il souhaite faire vivre un idéal, ça m'amène à réfléchir à justement le fait de vouloir aller de l'avant envers et contre tous. En ce sens que, de son côté, pour la petite histoire, il était en train de mettre en place de nouvelles démarches, il reçoit des menaces, très bien, encore des fois on se dit que ce ne sont que des paroles. Mais quand on lui téléphone pour lui annoncer qu'il y a des projectiles, une bombe, même qui a été lancée vers sa maison où sa femme et ses enfants se trouvaient toujours, et que là il réfléchit et qu'il se dit, oui, d'accord, on a ma famille qui est si importante pour moi et a été mise à mal, a été mise en danger, mais vous savez quoi? Ouais. Malgré ça, je vais poursuivre mon mandat, je vais poursuivre ma mission. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui aussi est un grand témoignage justement de ce qu'est le leadership, parce qu'au final, même lui, il se dit, je ne suis pas différent des autres, je suis à même de pouvoir même mourir, et il l'assumait pleinement. Je suis à même d'être amené à mourir par rapport à ma démarche, à mon projet, à ma vision, mais je vais quand même continuer à y aller. Et justement, quand on parlait du fait d'insuffler justement une énergie et un souffle, c'est de dire, bah, regarde, il y a lui là, on vient de lancer une bombe sur sa maison, il va continuer à manifester, il va continuer à faire les démarches pour pouvoir faire entendre sa voix. Et je te dis ça, je t'avouerai, j'ai encore des frissons dans le dos parce que moi-même, en date d'aujourd'hui, je me dis à quel point est-ce que je serais capable de faire quelque chose de similaire. Je pense que c'est dans l'action que on est emmené à prendre des décisions comme ça, mais en date d'aujourd'hui, je te dirais à froid que ça me semble compliqué, quoi, comme chose à faire. Ouais, c'est des beaux combats, et là, tu as mis le point sur deux éléments, je pense, qui sont clés pour montrer à quel point le leadership il est important, et Martin Luther King l'a très très bien incarné. C'est l'action, le besoin d'action et le besoin de montrer les actions à faire. Et le deuxième point, ça serait celui que la mission est plus importante que ton action, et que ta personne même, et que même ton rôle au sein de l'organisation, de l'association, ou même de la démarche, de la stratégie, c'est que tu es là justement pour mettre en place une stratégie, mais tu n'es pas là en place pour être la stratégie. Il y a vraiment quelque chose qui te dépasse. Être un leader, c'est être l'incarnation de la volonté d'une mission, d'un objectif, de quelque chose, et que tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour tout le monde, et tu as besoin de tout le monde en fait pour réussir ça, pour que ça bénéficie à tout le monde. Je pense que c'est un petit peu ça que tu as cherché à transmettre, et moi c'est aussi ma vision, donc je pense qu'on est un petit peu d'accord là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Je suis bien d'accord là-dessus. Et du coup, ça m'amènerait, quand on prend des exemples comme Martin Luther King, quelle est pour toi la meilleure façon en fait d'avoir ce leadership, et comment on peut le conserver? Parce que l'acquérir c'est une chose, mais le conserver c'en est une autre. Je sais pas si tu as je sais pas comment tu expliquerais, parce que je vois que tu es impliqué en deux actions justement pour mettre en place ces choses-là. Comment tu ferais pour l'avoir, ce genre de leadership, et le conserver ensuite par la suite? Mais je pense que pour conserver le leadership en tant que tel, on part à ce moment-là du postulat que le leadership, on ne va pas forcément aller le chercher. Quand un monde ne peut pas se dire, je suis un leader, c'est par rapport aux autres, c'est jusqu'à quel point est-ce que les gens vont être prêts à nous suivre, nous accompagner dans nos démarches, dans les projets, que là qu'on obtiendra ce statut de leader. Et à ce moment-là, pour réussir à conserver ça, j'ai envie de dire, c'est toujours de pouvoir rester cohérent avec les actions pour que les gens aient toujours cette volonté, cette envie de pouvoir continuer à suivre, à accompagner. Et qu'en parallèle, le jour où justement qu'on crée, j'ai envie de dire, là, je vais te faire l'opposé pour mieux encore illustrer. Ouais, vas-y. C'est qu'à partir du moment où on va commencer à faire des gestes qui sont incohérents,
pour la communauté, pour les gens du moins qu'on est censé représenter, accompagner. Dès que ça devient incohérent, ben là, on perd justement ce statut de leader parce qu'on dit, ben écoute, t'as beau avoir été mis dans une position de, entre guillemets, d'autorité, de pouvoir, hein, on peut le nommer comme on le veut, mais en date d'aujourd'hui, les gens sont en mesure de dire, tu n'as plus cette légitimité de pouvoir nous représenter ou de prendre la parole sur ci ou sur ça. Et d'ailleurs, je vais reprendre l'exemple de Martin Luther King, qui justement, lui, dans ma lecture, une fois qu'il a reçu le prix Nobel de la paix, commençait à vouloir parler sur des causes qui étaient plus grandes, on va dire que les problématiques des collectivités noires, et que là, on voulait un peu le remettre dans sa boîte et lui dire, mais de quel droit est-ce que tu te prononces sur d'autres questions que celles qui concernent les collectivités noires? Toi, c'est ton combat, concentre-toi sur ce combat-là, ce qui fait que pour certains, il n'avait pas de leadership pour pouvoir mener les gens sur une autre voie qui est les droits humains de manière générale, ce qui est devenu un nouveau combat. L'histoire montre qu'il aura quand même réussi à avoir un leadership par rapport à ça, mais sur un certain point, il n'avait pas réussi à garder, on va dire, la splendeur, on va dire, du leadership qu'il incarnait, du moins pour certains qui, soudainement, quand ils s'intéressent à quelque chose qui n'est pas censé, entre guillemets, le concerner, perdent l'influence. Voilà. Mais je pense que là, tu as mis encore l'accent sur des points hyper importants. Et une notion qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la question de légitimité. Je pense qu'il peut pas être dissocié de la question de leadership. Quand tu parles de Martin Luther King, il a la légitimité parce qu'il était noir de parler de la question noire. Et dès qu'il a voulu parler d'un autre sujet, ben, il n'avait pas cette légitimité gagnée grâce au leadership qu'il a incarné. Justement, la confiance n'était pas là des personnes parce qu'il n'avait pas mené d'action dans ce sens avant. Et comme tu disais tout à l'heure, le leadership, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure, Oui. que les gens te donnent grâce à la confiance que tu gagnes. Et du coup, à la fin, tu gagnes une légitimité, tu es légitime à parler de cette cause. Du coup, les gens vont te suivre et vont faire de toi un leader. Et je pense que je pense si c'est ton avis, moi, c'est le point qui me manquait, je pense, à Martin Luther King pour faire ça parce qu'il n'avait pas fait un travail en amont sur cette question-là et que du coup, il fallait qu'il reconstruise tout, de zéro, quelque chose sur un autre sujet. Non, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, oui. Donc, je pense que c'est quelque chose, des questions comme ça. Leadership, on voit que c'est quand même pas une seule valeur, elle incarne beaucoup de valeurs. Et Oui. c'est compliqué à construire, mais c'est facile à détruire aussi. Il suffit d'une mauvaise action, d'une mauvaise décision pour que justement le leadership se perde. Donc voilà, la question de la confiance est important pour garder la légitimité à être un leader. Bah, super. Est-ce que, du coup, tu parles des actions, mais tu as parlé de Martin Luther King. Est-ce que tu aurais des actions plus contemporaines qui nous montreraient comment être un leader et qui font preuve justement de leadership? Ben écoute, je peux peut-être te prendre, si ça te va, je peux peut-être te prendre un exemple personnel qui m'a... ça me va très bien. Ouais, ok, ben écoute, je te partage donc cette histoire-là. Donc, c'était à l'époque où j'étais à l'université. Et j'avais, tu vois, je pense que je fais partie de ces gens-là qui n'aiment pas parler pour parler, mais qui se dit qu'à un moment donné, si on veut que quelque chose soit fait, ben il faut le faire puis mettre les mains à la pâte. Ouais, mais nous on aime parler, on est là aujourd'hui. Voilà. Et tu vois, et pour le coup, du moins dans ce projet-là, je partais aussi d'une association, mais une fraternité étudiante, donc Sigma Theta Pi, que tu connais aussi très bien, Romain. Je connais un petit peu, ouais. Voilà. Et dans ce cadre-là, à l'Université de Montréal est venu un moment où il y avait d'autres organisations du même style qui avaient un peu de mal à travailler ensemble. Et ça faisait plusieurs années qu'il était question de pouvoir collaborer, de créer une structure pour pouvoir mieux créer de plus grands liens et collaborer. Et à ce moment-là, par souci justement de pouvoir bien faire les choses et d'insuffler un élan, comme on disait tout à l'heure, de mon côté, j'ai pris la décision un été de partir aux États-Unis où il y a énormément d'organisations qui ressemblent à Sigma Theta Pi. Pour le coup, la majeure partie des fraternités et sororités, hein, le meilleur modèle qui soit, quoi. Oui, ben voilà. Pour s'inspirer. Il faut s'inspirer des meilleurs pour réussir. Exactement. Alors, tu vois, donc je me rends sur place et je commence à parler, c'était dans l'État de New York,
et je me mets à parler justement avec d'autres fraternités, d'autres associations, d'autres fédérations un peu qui reproduisent un peu le projet comme je l'entendais, donc cette idée de fédération. Et là, je note et je dis, bon, ben, c'est très bien. Maintenant, je vais revenir à Montréal, au Canada, et je vais donc rédiger l'ébauche d'une constitution. Donc, je pars donc de rien. Je commence à rédiger, je commence à faire des recherches. On m'avait fourni certains documents aux États-Unis. Il y a également d'autres fédérations qu'il y a à Montréal, mais qui étaient basées au sein de d'autres universités. Donc, je reprends un peu ces différents éléments et je construis pour finalement arriver avec un document et aller voir les autres maisons, comme on les appelle, de l'université et leur dire, ben, écoutez, en date d'aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour ne pas collaborer parce qu'aujourd'hui, je vous arrive avec un document qui permet qui met un peu les bases sur un projet qui pourra être bénéfique pour tous. Un gros travail, bravo. D'accord, merci. Mais la suite de l'histoire est un peu moins joyeuse. En ce sens que même en parallèle de ça, parce que tu disais aussi très bien toi-même, Romain, que il y a aussi cette idée de pouvoir construire quelque chose qui est plus grand que nous. Exactement, oui. Donc, malgré le fait que j'avais travaillé pendant tout un été à pouvoir mettre en place ce document, j'ai dit aux différents représentants de chaque maison, ben, écoutez, ce document-là, vous devez le prendre et vous pouvez le détruire comme vous le voulez. Vous le détruire comme vous le voulez, pouvoir l'adapter et qu'on soit certain que on va pouvoir partir sur de bonnes bases. Parce que j'avais pas non plus la prétention de dire que j'avais la science infuse, de dire que la manière que j'ai rédigé les choses, que ça devait forcément être la bonne manière. Ouais, ça, tu le faisais pour le bien de la communauté, pour que ça bénéficie à l'ensemble des fraternités et sororités de Montréal. Exactement, exactement. Et pour la peine, donc au début, ça s'est bien passé. Donc là, les gens, dans une première maison dit oui, c'est très bien. Une deuxième fait ouais, on sait pas trop. Une troisième dit bon, on ne sait pas trop non plus. Et bref, je t'épargne les détails parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Ouais. Mais le fait est que quand finalement les gens acceptent de se mettre autour de la table et de travailler sur ce projet-là, on finit par m'indiquer que dans les propres, et ça c'est bien drôle, dans les propres lois que j'avais rédigées pour le processus de création de cette organisation, j'avais dit que pour la période de constitution du projet, qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 2 représentants par maison de... Ah, je vois le problème arriver. Comment dis-tu, Romain? Je vois le problème arriver. Exactement. Alors, pour la peine, on finit par me dire, ben, écoute, Grégory, j'étais également avec un autre membre de l'organisation, de ma maison, mais qui, lui, intervenait en sa qualité de président d'une autre fédération, donc plus comme étant un conseil. Pour faire le conseil, eh bien, certaines maisons ont dit, ben, écoutez, d'après les règlements qui ont été rédigés, vous ne respectez pas le règlement. Nous comptons donc au total 4 membres de votre organisation. Donc, par souci de respect, nous demanderions de bien vouloir quitter la table. Extraordinaire. Donc, autrement dit, je venais de me faire mettre dehors de mon propre projet. C'est ce que j'allais dire, exactement. Bah voilà, c'est tout ça, le projet qui dépasse la personne, donc totalement le leadership incarné. Et tu vois, et la chose, c'est que et je pense que cette manière, là où je pourrais dire qu'il y avait une forme de preuve de leadership, c'est que je n'ai pas non plus argumenté pour pouvoir dire non, je vais rester là, je vais faire les choses. Si en date d'aujourd'hui, ma présence fait en sorte que le projet ne peut pas avancer, si c'est moi la cause de cela, eh bien, je préfère me retirer et laisser aller les choses plutôt que d'être un frein pour cette démarche-là. Ce qui fait qu'au final, et ça, je t'avoue, là, il y a une petite chute, mais le dénouement est intéressant. Si on va dire, allez, 1 an et demi plus tard, on me rappelle pour me demander si je peux présider la première assemblée de cette entité-là qui s'appelle Agora pour le coup. Et là, j'ai dit, écoutez, ça me fait plaisir. Je suis content de voir que les démarches sont bien déroulées entre-temps. Donc voilà, ça a pu avancer. Je t'avoue, ça m'a honoré parce que d'un côté, c'est toujours particulier de
quand on te montre un peu l'apport de ton projet, que tu prends un peu du recul et de l'écoute par rapport à tout ça. Et que pour finalement, on va dire, allez, 2 ans plus tard pour le coup, que pour la première fois, je croise une jeune membre, on va dire, d'une organisation je la croise près de l'université et elle me dit, est-ce que c'est toi, Grégory Canonge? Et je fais oui, c'est bien moi. Est-ce qu'on se connaît? Elle me dit non, mais je sais que c'est toi qui as fondé Agora. Eh ben, Et là, c'est très particulier de voir cela, surtout quand je te dis qu'on avait accepté, on avait fait preuve de résilience pour pouvoir laisser un peu aller les choses. Et je me rappelle, pour boucler cette histoire-là, que ce soir-là, j'avais appelé ce bon ami-là qui avait travaillé avec moi sur le projet et que je lui ai passé un coup de fil et lui dire, tu sais, ce qui vient de se passer, je viens de recevoir un coup de fil et on vient de me dire merci pour le travail qui a été accompli, une première en 2 ans, alors que j'étais jeté du projet comme des malpropres, quoi. bah, c'est beau, c'est la preuve de la résilience, c'est que la pérennité d'un projet est plus importante que la personne. Voilà, Comme tout leader devrait incarner ces valeurs-là. Devrait voilà. être. Donc, C'est, bah, une, une histoire un peu longue, mais j'en aurais d'autres, mais je pense que celle-là peut bien quand même incarner différents volets pour moi je pense que celle-là incarne toutes les facettes du leadership qu'on peut avoir, où justement le projet, bah, il réussit, même quand tu n'es pas là, grâce à toi, et qu'après tu as même la reconnaissance, donc tu es considéré comme un leader par les membres, parce que tu as réussi à mener à bien ce projet grâce à la confiance qu'ils t'ont accordée au début. Bah écoute, oui, bah oui, mais dit comme ça, oui. Voilà, ça c'est mon petit avis, je pense que c'est hyper bon. Et du coup, bah, ça m'amène à ma dernière question sur quel apport pour toi peut avoir le leadership dans l'avenir, et comment tu verrais se développer le leadership dans un avenir proche, justement, comment on pourrait avoir besoin du leadership et le mettre en place. Je pense que l'on se dirige on est déjà dans des périodes qui sont une période qui est plus difficile à plusieurs niveaux, oui, à plusieurs niveaux. Et je pense que là où le leadership est important, c'est qu'on aura quand même besoin de gens pour nous aider à se projeter et à garder espoir, j'ai envie de dire. De se dire que quand tout devient compliqué, qu'il y a quand même moyen d'avancer. Et ça m'amène à te partager une phrase que j'aime beaucoup. C'est mon père qui me la répète depuis que je suis tout petit, à savoir, quand il me posait la question comme ça, il me disait, alors, quand les choses se font dures, que font les durs? Il me posait la question et là, je lui répondais, les durs vont de l'avant. C'est une belle phrase, belle phrase. Mais moi, elle m'a toujours beaucoup marqué. Je t'avouerais que c'est même maintenant, c'est même avec ce voyage, ce nouveau défi que je me suis lancé en venant en France, de continuer à me la répéter, puis de dire, ben, oui, les choses se font difficiles, mais c'est pas grave. Il faut continuer à aller de l'avant, il faut continuer à persévérer, de tenter sa chance, de créer les opportunités, de voir qu'est-ce qu'il en est. Et c'est pour ça qu'au final, je pense que en acceptant même de vouloir se déployer puis de se dépasser, que mine de rien, peut-être même inconsciemment, qu'on va arriver à peut-être même inspirer. Et là, sans forcément dire qu'on est se déclarer leader, mais on va dire réussir à inspirer les gens qui vont regarder, qui vont dire comme, ah ouais, quand même, regarde-moi comment il a galéré, mais au final, ça s'est fait, quoi. Il a réussi. Je Et, pense que, et je je pense pense que que, ouais, non, mais vas-y. oui, excuse-moi. Donc, je disais, et je pense que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça que avoir des leaders en tant que tel, ça peut être important pour aider la société de manière générale à avancer. Ben, je pense que oui, là, j'allais déjà dire justement juste avant que justement les leaders, c'est ceux qui arrivent à faire fi des difficultés et à réussir, et à tâtonner, à tenter des choses, à avoir des échecs, et à persévérer en fait pour réussir à montrer quelque chose et à mettre en place des choses. Et ça qui fait d'eux des leaders, et qui vont montrer l'exemple, qui permettent aux autres en fait de sortir eux-mêmes de leurs problèmes, parce qu'ils vont s'inspirer de ces personnes-là, ils vont vouloir les suivre dans leur entreprise, et souvent même à les aider. C'est quand tu vois des gens qui te montrent des choses que tu as envie de les aider à réussir leur projet, parce que leur projet t'inspire, et tu vois que les gens, bah, le gars il travaille jour et nuit, ou il fait il met beaucoup d'actions en place euh, pour réussir les choses pour les autres. Et quand tu vois que les autres travaillent pour les autres et qui sont inspirants, et que ces gens aussi, je pense, on n'a pas parlé beaucoup, mais l'attitude de la personne, la bienveillance, je pense, et tout ce qui est
peut-être pas la gentillesse, mais au moins le respect des autres, Oui. qui sont hyper importants, je pense, et prendre en considération en fait les personnes surtout. Je pense que tu peux pas être un leader si tu prends pas en considération les autres et tu te soucies pas des gens qui te suivent, et des gens qui travaillent avec toi ou pour toi. Je pense aussi des choses à ajouter pour être un vrai leader. On Je parlerait pense. même du leadership bienveillant à ce moment-là. Ouais, exactement, leadership bienveillant. Alors c'est leadership bienveillant. Après bienveillance, c'est un mot un petit peu connoté, mais j'aime bien, on en parle beaucoup. Mais je pense que c'est quelque chose, leader bienveillant. Je pense que si tu ne soucies pas des gens avec toi, c'est impossible d'être un leader et de réussir justement à être un leader. Et je pense que justement par le leadership bienveillant, c'est ce qui a besoin aujourd'hui pour construire le monde de demain justement. Où c'est un monde un petit peu plus juste et puis plus respectueux. Ah non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On est de plus en plus amené à accepter, on va dire, nos émotions, je pense. Alors, le fait de pouvoir avoir le respect en même temps des gens en se préoccupant réellement d'eux, c'est comme ça qu'on peut mieux avancer, je crois, parce que pour moi, il peut y avoir aussi du leadership, mais on va dire à ce moment-là du leadership malveillant, où justement, c'est plus, on va dire, peut-être par la crainte qu'on arrive à créer les choses et qu'il y a moins, on va dire, une notion de durable, on va dire, dans le temps, pérenne. Ouais, exactement. Je pense que c'était c'était une notion à mentionner, justement, où voilà, la différence entre leadership malveillant et bienveillant. Et je pense que le leadership bienveillant, c'est ce qu'on s'est vertu à décrire depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est top. Et merci Grégory pour tes réponses. C'était hyper intéressant. Et puis du coup, je vais passer aux questions un petit peu plus personnelles maintenant, si tu le veux bien. Oui, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Voilà. Et du coup, la première de ces questions-là, dans la deuxième partie, c'est est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire, qui te représente et que tu aurais envie de partager justement, peut-être en rapport avec le leadership? Dans le même ordre d'idée de ce que je te mentionnais tout à l'heure avec la question que mon père me posait, j'irais de l'avant avec une autre ça, c'est mes deux parents me l'ont toujours répété, c'est les hirondelles ne tombent pas toutes rôties dans la bouche. Les hirondelles ne Les hirondelles ne tombent pas toutes rôties dans la bouche. croustillent. Ok, Rôties, voilà. En ce sens que peu importe qu'est-ce qu'il en est, qu'il faudra travailler pour obtenir ce que l'on souhaite. Et quant à moi, là où il y a un lien à faire avec le leadership, c'est que pour moi, c'est à force, et c'est vraiment personnel, hein, mais c'est vraiment à force de travail, à force de volonté que l'on arrive à accomplir, j'ai envie de dire, de grandes choses, et par le fait même, encourager les gens à le faire, à faire également de grandes choses. Mais si on ne garde pas, on n'a pas cette optique, de travail, de dépassement, mais que on n'ira peut-être pas aussi loin qu'il le faudrait pour réaliser des choses exceptionnelles. Ouais, je pense que c'est hyper important. Là, tu as mis travailler. Après, voilà, la notion de travail, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut travailler efficacement et pas travailler dur. Moi, je suis plutôt pour travailler intelligemment. Travailler intelligent pour réussir. Je pense que c'est un petit peu important de le signifier. Et du coup, je ne connaissais pas du tout cette citation. Est-ce qu'elle vient de quelque part en particulier, d'un auteur ou un proverbe d'une certaine origine? Je t'avoue que je n'ai pas la moindre idée. Ça. Ça sera les parents de Grégory alors. Redis-moi ça. Oui, parents de Grégory. Voilà. Les parents de Grégory, voilà. Très belle citation. Je sais bien, belle mentalité de tes parents du coup. Voilà. Intéressant. Est-ce que maintenant tu voudrais nous partager une lecture, un podcast, quelque chose qui t'inspire dans ce sens-là? Ou même les deux? Je dirais que c'est pas avec une lecture récente que j'ai réalisée, c'est la biographie d'Eric Monson. Ouais, j'allais avec ça. Donc la biographie d'Eric Monson. Ok. Eric Monson, qui en gros est un entrepreneur. Il est un héritier, on va dire, de la famille Molson, donc une grande famille canadienne qui est dans l'industrie de la bière. Ouais. Et lui, il a travaillé, si je ne m'abuse, il était la 6e
6e génération donc de la famille à reprendre un peu la tête de l'entreprise. Mais la particularité, c'est que lui, il n'était pas du tout quelqu'un de charismatique. Alors que j'ai tendance à dire qu'on a souvent tendance à imaginer un leader comme quelqu'un qui prend les devants, qui prend sa place, qui inspire, Effectivement, ouais. alors que lui, c'était tout l'opposé. Il détestait monter sur scène, il détestait prendre la parole. Par contre, et là on en revient à la notion que tu mentionnais tout à l'heure, maintenant que j'y pense, il était très proche des gens, des collaborateurs. Et de par la proximité qu'il arrivait à avoir avec les gens, et par le fait aussi qu'il était très carré sur ses idées, sur ses projets, mais que ça permettait vraiment de faire une différence. Et qu'il était au final considéré comme un grand leader, même s'il était quelqu'un de plutôt introverti. Et moi, je trouve que et pourquoi est-ce que ce livre-là m'a plu? Parce que ça montre les différents styles, encore une fois, de leadership qu'il peut y avoir, et de ne pas, comme je le disais, forcément se dire que quelqu'un qui n'est pas flamboyant n'est pas quelqu'un qui a du leadership. Oui, bon, on a quelques-uns des leaders qui à la base ne sont pas, qui sont introvertis. C'est quelque chose qui revient souvent sur les leaders. On prend le plus connu peut-être Mark Zuckerberg, qui est devenu un leader alors qu'il est extrêmement introverti. Donc je pense que il y a différents types et même de façons d'incarner le leadership. Mais c'est un petit peu chacun peut l'incarner un petit peu de différentes façons. C'est ça qui est intéressant avec cette valeur. Oui. Donc top. Je connaissais pas du tout. J'irai jeter un petit coup d'œil là-dessus. Oui, c'est Hélène Antoniou donc qui a rédigé le livre. D'accord, super. Voilà. Parfait. Est-ce que maintenant tu aurais un petit conseil à donner pour ceux qui veulent être les leaders de demain? Un conseil à donner, je dirais de persévérer dans sa vision, dans sa manière de voir les choses. Et tu vois, il y a même une idée qui me vient en tête, peut-être même pour mieux l'exprimer, c'est que quand on a une idée, quand on a un projet, on a notre vision, on a notre idée. Et c'est pour moi, c'est peu importe l'idée, le projet, je vais le dire comme ça, le projet nous appartient à 100% à la base. C'est notre idée, c'est notre projet. Par contre, c'est nous qui avons le pouvoir de accorder de la valeur à ce que les gens vont nous dire pour peut-être rehausser le projet, certes, mais peut-être aussi en mode commentaire négatif. Et à ce moment-là, si on va dire, je te dis, Romain, je te parle de mon idée et je te donne 20% de mon projet en acceptant tous tes commentaires, on va dire négatifs de qu'est-ce qu'il en est. J'ai envie de dire, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Si le projet, on va dire, il échoue alors qu'il aurait pu réussir parce que je t'ai donné les parts du projet. Mais c'est gentil de me donner les parts. Redis-moi ça, excuse-moi. Mais c'est gentil de me donner les parts. Oui. Voilà. Mais tu vois, pour la peine, donc si par contre on accepte le fait d'avoir justement, de garder pleinement les parts de l'entreprise et de se dire, ben écoute, je vais peut-être prendre l'opinion de Romain, mais je vais plutôt te donner, on va dire, 5%. En ce sens que j'accepte, j'entends, mais je vais pas forcément prendre tout ce qu'il me dit et considérer que mon idée, elle était nulle. Ouais. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Donc, si on croit suffisamment en sa démarche et en son projet, et qu'on est capable quand même, sans être complètement fermé d'esprit, mais qu'on écoute sans nécessairement appliquer les commentaires des gens forcément en les calquant, quoi, que c'est comme ça qu'on va réussir à faire une différence et à vraiment réussir à amener les choses le plus loin possible, encore une fois. Bah là, t'as mis, moi je suis pas mal d'accord avec toi, c'est avoir confiance en soi, je pense que c'est la base. Oui. Et puis ton deuxième point me rappelle le 5e accord Toltec qui a été rajouté justement où soyez sceptique mais apprenez à écouter. Donc il faut prendre les critiques, mais faut aussi avoir son jugement et juger tout ce qu'on va nous dire pour vraiment prendre les bonnes décisions et agir avec parcimonie. Je pense que c'est important parce que son projet il est à soi et il faut s'entourer des bonnes personnes. Oui. Il faut prendre les conseils qui sont là, mais pas accepter tout. Voilà, il faut faire la part des choses. Hyper important. Oui. Donc, s'entourer des bonnes personnes aussi. Ça, autre élément, ça aussi hyper important quant à moi.
Ouais. Bon. Bah merci, c'est un super conseil, ça. Je pense que ça servira à plein de gens, à moi y compris d'ailleurs. Tant mieux. Et avant de se quitter, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour conclure cet échange? Ben, un dernier point que je rajouterais, c'est de ne jamais considérer qu'on ne peut, pour moi, être un leader, on peut le devenir. On peut le devenir. Quant à moi, on a souvent tendance à dire que non, c'est quelque chose qui est inné. Je pense qu'effectivement, certaines personnes peuvent avoir plus de facilité à incarner une forme de leadership, mais je pense que c'est quelque chose qu'il peut y avoir un entraînement qui a moyen de se développer là et de se dire aussi que c'est pas parce qu'on n'est pas un leader dans un domaine en particulier que l'on ne l'est pas dans un autre. On peut ne pas être un leader au travail, mais être un super leader, je n'importe quoi, au sein de sa famille. Donc, et je dis ça parce que souvent, j'ai l'impression que le leadership est aussi considéré comme une valeur forte, importante, et on se dit, ah non, si t'as pas, on te dit que t'as pas de leadership, on te dit limite que tu n'es pas une personne intéressante. Et c'est pour ça que j'invite les gens et ton auditoire à réfléchir là-dessus, de dire qu'il y a toujours moyen, excuse-moi, d'une manière ou d'une autre, mais d'incarner le leadership. Voilà. Ben, top, top. Je pense que voilà, tu as mis le débat de l'inné et de l'acquis assez important. Et je pense que oui, hein, qui peut avoir des facilités à la base pour être des leaders, mais c'est quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se travaille, qui s'acquiert et qui se mérite aussi. Quelque chose de mérite parce que ça vient pas tout seul. C'est vraiment du travail. Je pense qu'on a insisté sur une notion de travail, de confiance et de persévérance. On a beaucoup mis en avant la notion de persévérance. Et puis, ça sera justement le prochain sujet de ce podcast la semaine prochaine. Super. Ah ben, ça tombe bien. Voilà. Et donc, merci à toi, Grégory, d'avoir été présent et d'avoir répondu sur cette question du leadership. Je pense qu'on a appris pas mal de choses aujourd'hui et c'était vraiment très, très intéressant. Bon, je m'en réjouis. Merci à toi, Romain. Eh ben, merci à tous et puis je vous enverrai tous les liens en description de ce podcast. Merci à toi d'avoir écouté ce 6e épisode du Flow de l'Histoire. Voilà. Donc si tu as apprécié cet épisode, je t'invite tout de suite à le partager à une personne à qui ça pourra apporter de la valeur. Et si tu veux rejoindre le navire, je t'invite à t'inscrire à mon infolette sur www.romainrivière.net/infolette www.romainrivière.net/infonet et je te dirai bienvenue dans le cercle des plumes éthiques. En tout cas, je te dis à très vite et à la semaine prochaine.